Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux bases du langage de programmation R. Dans cette vidéo, nous allons voir les principales bases du langage, c'est-à-dire les opérations que l'on peut mener avec R, l'affectation de variables et voir quelques fonctions, commencer à appréhender les fonctions. Comme je l'ai dit, comme je l'ai un peu montré dans la précédente vidéo, R est capable de faire des calculs arithmétiques. Tous les calculs arithmétiques, R est capable de les faire. On peut faire des additions, on peut faire évidemment des soustractions, on peut faire des multiplications avec l'opérateur étoile, on peut faire des divisions avec l'opérateur slash, et on peut mettre en exposant en doublant l'étoile. Voilà. Notons que le nombre d'espaces entre les différents caractères n'a pas d'importance. Hein, c'est juste une question de présentation. Si j'oublie une partie de l'opération, par exemple j'écris 3+, R me le fera remarquer en n'exécutant pas l'opération puisqu'il n'y a rien à exécuter et attendra que je remplisse la partie manquante pour effectuer l'opération. Ce qui peut se révéler utile notamment lorsque j'oublie par exemple de fermer une parenthèse ou d'autres erreurs de ce type. R me le fera remarquer soit par une erreur, soit en attendant que je complète l'opération. Lorsque j'écris dans la console, comme je viens de le faire, je peux remonter les différentes opérations grâce aux flèches du haut ou flèches du bas. Là, ça m'évite d'avoir à recopier ce que j'ai écrit plus haut. Par exemple, voilà, je veux refaire et modifier un petit peu l'exposant. Voilà, je peux juste remonter sans avoir à réécrire. Mais comme dit, l'invite de commande est pratique pour des petites opérations ponctuelles où on veut juste faire quelque chose une fois et ne jamais le réutiliser comme je viens de le faire. Si je veux réutiliser les calculs, si je veux pouvoir les reprendre plus tard, si je veux les enregistrer, etc., et les modifier même assez facilement, il vaut mieux écrire dans la partie script de R, et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Il n'est pas rare que dans un script, les formules s'enchaînent jusqu'à avoir des centaines, voire potentiellement des milliers de lignes, et on peut vite se retrouver perdu si on n'a aucune indication. Imaginez un grand script, de centaines de lignes, et ben quand vous le reprenez même une semaine plus tard, vous ne savez plus forcément ce que veut dire telle ligne, pourquoi vous l'avez faite, etc. Et donc il peut être utile d'annoter son script. Prenons un exemple. Si je fais le calcul 4 divisé par 4 et que je souhaite indiquer que c'est une division, eh bien on pourrait se dire intuitivement que je vais écrire division. Voilà, R il va comprendre que je fais l'opération 4-4, puis après voilà il y a division, on s'en fiche. Et non, si je l'exécute, R, je l'ai dit, est très fort mais très bête. Il va faire exactement ce qu'on lui dit. Et donc il va faire 4 divisé par 4 divisions. Ce qui n'a aucun sens mathématiquement, donc aucun sens pour R, puisqu'il ne sait pas ce que c'est division. Il nous le dit, unexpected symbol in 4-4 division. Il ne sait pas ce que c'est division parce qu'on ne peut pas diviser par une chaîne de caractères. Pour faire comprendre à R que division n'est pas une partie de code à lire, mais juste une partie à noter, devant ces chaînes de caractères précises, on va mettre un dièse qui va faire comprendre à R qu'il ne faut pas exécuter cette partie du code. Et donc si j'exécute maintenant, on voit bien qu'il exécute 4 divisé par 4 et que division est juste là pour annoter, pour mettre des commentaires. Calculer un résultat comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est intéressant. Mais c'est encore plus intéressant de pouvoir stocker la formule et le résultat par la même occasion afin de les réutiliser sans avoir à les renoter, ou du moins juste en ayant à renoter le nom auquel qu'on va donner. Imaginons par exemple que je veuille faire la somme de 2 plus 2, pourquoi pas, si ça me donner 4, et que je veux réutiliser ce résultat, donc 4, que je vais multiplier par 2, qui me donne 8. Eh bien déjà c'est pas pratique parce que je dois trouver moi-même le résultat et le recopier. Donc si je modifie 2 plus 2, il faut que je remodifie ensuite le 4. C'est pas pratique. Voilà, et après pour retrouver le résultat, il faut que je réexécute l'opération. Pas pratique du tout. Donc dans cet exemple, évidemment, vous dites oui bon ça va, il exagère, c'est pas très grave, de toute façon on le retrouvera. Ah oui, mais parce que là c'est 2 plus 3 et 5 fois 2. On peut même le faire de tête, pas besoin de R pour ça. Mais quand on va arriver sur des calculs compliqués ou des formules ou des scripts qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués, eh bien vous allez voir que c'est pratique quand même de ne pas avoir à toujours renoter exactement tout parce que déjà ça évite les erreurs, ça permet de réutiliser et de modifier très facilement sans avoir à modifier toutes les lignes du script, etc. etc. C'est beaucoup plus pratique. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une variable.
Une variable, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un espace de stockage qui va contenir l'information souhaitée. Je vais pouvoir donc stocker mon opération de plus 2, de plus 3 en l'occurrence là. Je vais pouvoir la stocker, donc stocker son résultat, et puis l'exécuter et réutiliser sans avoir à renoter l'opération. Comment faire pour créer une variable et lui affecter quelque chose? Eh bien, pour commencer, il faut lui donner un nom. Je vais lui donner comme nom opération 1. Voilà, avec un underscore parce que les variables, on le verra plus tard, n'acceptent pas les espaces. Je la nomme opération 1 et maintenant, je vais voir lui affecter l'opération 2 plus 3. Pour cela, j'ai plusieurs moyens. Le moyen le plus basique, enfin le plus, pas le plus basique, c'est le moyen utilisé, c'est de faire l'opérateur d'assignement signe inférieur, tiret. Et après, on met l'opération 2 plus 3. Il existe d'autres opérateurs d'assignement, donc on peut faire une flèche inversée. Enfin, donc il faut inverser opération, il faut inverser les lignes. Voilà, on fait ça. Ou alors, on peut tout simplement, pardon, on peut tout simplement mettre un égal. Mais on ne le fait pas et par convention, et parce que c'est comme ça que se code le langage, on va faire la flèche comme ceci. Donc à la variable nommée opération 1, je vais lui affecter l'opération 2 plus 3. C'est ainsi qu'il faut lire cette ligne de code 5. Je vais donc l'exécuter. On voit que dans mon environnement de travail, j'ai une variable qui vient de se créer, opération 1, avec sa valeur 5, ce qui va s'actualiser si jamais je modifie. Voilà, hop, la valeur stockée a changé. Quand j'effectue une modification de ma variable, les valeurs précédentes s'effacent, s'écrasent au profit de la nouvelle. C'est très important à retenir et ça permet de faire des modifications après, notamment dans nos bases de données. Je peux maintenant réutiliser ce résultat et le multiplier par 4 comme je vais le faire, comme je voulais le faire à la base. Enfin, le multiplier, pardon, comme je voulais le faire à la base. Je vais donc stocker ça dans une deuxième variable que je vais appeler opération 2, opérateur d'assignement. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire le résultat de 2 plus 4 multiplié par 2. Et donc pour ça, bah, je reprends le résultat qui est stocké dans ma variable opération 1. Donc pour faire appel à une variable, je réécris tout simplement son nom. Là, je fais appel à ma variable, donc au résultat qui est stocké dans ma variable, à 6. Je vais le multiplier par 2. J'exécute. On voit que ma variable opération 2 est créée dans mon environnement de travail avec sa valeur. Et je peux ensuite appeler tout simplement ma variable opération 2 pour obtenir le résultat dans l'invite de commande. Et là, on voit que la modification est très facile. Je veux pas 2 plus 4, je veux 2 plus 8. Pas de problème. Hop, j'exécute. J'ai mon nouveau résultat. Je veux finalement pas multiplier par 2 mais mettre à l'exposant 3. Pas de problème, je modifie très facilement. Je réexécute. Et voilà, j'ai mon résultat. Aucun problème là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut stocker maintenant dans une variable? Très important de savoir ce qui est stockable dans une variable. Eh bien, je peux stocker, comme on l'a vu, un chiffre. Enfin, on l'a pas vu, mais on s'en doute, je peux stocker un chiffre. Je peux stocker un nombre. Je peux stocker un décimal. Alors, attention, précision extrêmement importante. Si je veux écrire 12,1, je n'écris pas 12,1. Pourquoi? Parce que la virgule sert à autre chose, elle sert à séparer des arguments. Si j'exécute ça, R ne va pas comprendre ce qu'est la virgule. Il ne va pas comprendre pourquoi je mets ça. Là, ça n'a aucun sens pour R. Si je veux mettre un décimal, il faut que je mette 12.1. Et là, R va le comprendre. Je peux stocker des opérations, comme on l'a vu. Donc je peux stocker 1 plus 1, une opération. Je peux stocker des opérations de variables. Donc je peux faire un calcul avec seulement des variables. Donc je peux faire chiffre plus nombre. Voilà. Pourquoi je n'ai pas exécuté chiffre? C'est pour ça, voilà. Il ne connaît pas l'objet nombre alors que c'est indiqué là, mais je n'ai pas exécuté cette ligne. Et voilà. Maintenant il connaît. Et il me l'a stocké. Valeur 13. Quand on fait ça, quand on fait des opérations entre variables, il faut faire attention à la compatibilité des opérations. Parce que si je commence à mettre des opérations qui n'ont aucun lien entre elles, par exemple là, faire une opération entre
un chiffre et une chaîne de caractères, ça ne va pas marcher. Justement, regardons. Voilà, je peux stocker des chaînes de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est du texte écrit entre guillemets. Parce que si je ne l'écris pas entre guillemets, R ne va pas savoir ce que c'est. Voilà, l'objet texte n'est pas trouvé. Il ne sait pas ce que c'est texte. Pourquoi? Parce que quand des caractères sont écrits sans guillemets, pour R, ça doit avoir une signification. C'est-à-dire que R va regarder, est-ce que texte est une fonction qu'il connaît? Non, ce n'est pas une fonction qu'il connaît. Est-ce que c'est une variable qu'on lui a déclarée? Non, ce n'est pas une variable qu'on lui a déclarée. Il ne connaît pas. Il n'a pas trouvé ce qu'est cet objet. Donc, pour lui indiquer que c'est juste une chaîne de caractères, il faut l'entourer de guillemets. Et là, ça va marcher. J'ai bien ma chaîne de caractères dans mes variables. Et maintenant, imaginons que je fasse chiffre, donc ma variable chiffre, plus ma variable chaîne de caractères. Pour abréger, je peux appuyer sur Tab quand j'ai commencé à écrire et ça va me donner tout ce qui est disponible, qui commence par CHA par exemple. Je appuie sur Tab, ça me donne chaîne de caractères, voilà. Ah, il ne peut pas parce que ce n'est pas un argument c'est un argument non numérique. Il ne connaît pas un indicateur binaire. Bon, parce que c'est un. Bref, ça ne marche pas. Il faut faire attention à la compatibilité des opérations. Dans une variable, je peux également stocker des booléens, c'est-à-dire false ou true, les valeurs booléennes. Je peux stocker un vecteur. Qu'est-ce que c'est un vecteur? Eh bien, avant de vous dire ce que c'est, je vais vous illustrer à quoi ça sert. Imaginons que je veuille stocker plusieurs données dans ma variable. Eh bien, comment faire? Je pourrais dire, voilà, hop, je sépare par une virgule, mais on a vu tout à l'heure que ça ne marchait pas, je peux le refaire, ça ne marche pas. Pour pouvoir stocker plusieurs valeurs, il faut utiliser un vecteur. Un vecteur se définit, enfin, un vecteur, pour créer un vecteur, on utilise l'opération C, ouverture de la parenthèse, fermeture de la parenthèse. On verra pourquoi, parce que c'est une fonction, on verra les fonctions juste après. Et voilà. Et donc, je vais entourer ces deux données par, hop, parenthèse, C. Et là, je crée mon vecteur. Donc, mon vecteur, donc là, c'est un vecteur numérique. C'est pas forcément le cas, mais c'est un vecteur numérique qui a deux éléments, qui possède deux éléments, et ces éléments sont 1 et 2. Je peux évidemment en rajouter, voilà. Oula. Voilà, je peux en rajouter. Pas de problème. J'ai oublié un élément. Et voilà, j'ai créé mon vecteur de cet élément. Les vecteurs sont extrêmement importants car ils permettent de manipuler plusieurs données à la fois, en même temps de faire des modifications précises sur ces données, ou des modifications de groupe. Et autant dire qu'on les utilisera absolument tout le temps. Extrêmement important les vecteurs. Dans une variable, je peux également stocker un tableau. Mais pour créer un tableau, il va nous falloir faire un petit tour par la définition de fonction. Il faut apprendre ce que c'est une fonction parce qu'on ne peut pas créer un tableau comme ça, il va falloir utiliser des fonctions. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Eh bien, ces fonctions, en fait, c'est une commande qui va vous permettre de réaliser certaines tâches. Ici, créer un tableau. Ces fonctions, comme dans tous les langages de programmation, sont absolument essentielles et indispensables. Il en existe des centaines, voire des milliers, rien que dans les fonctions génériques fournies avec R, c'est-à-dire sans compter tous les ajouts de la communauté. Il est évidemment impossible, et d'ailleurs on ne le fait pas, on n'apprend pas tout par cœur. C'est impossible et ça ne sert à rien. La connaissance, savoir quelle fonction utiliser, comment la manipuler, ça va venir avec l'habitude et la pratique. Évidemment, quelques recherches pour savoir, ok, je veux faire telle opération, je veux faire telle chose, comment je fais, je tape sur internet souvent, pour quand c'est des fonctions, des choses assez classiques, assez basiques, voire même poussées, hein, on trouvera des aides en français. Quand ça commencera à être vraiment très pointu, on se penchera plutôt sur des aides en anglais parce que c'est pas toujours traduit en français, malheureusement. Et c'est parfois compliqué l'anglais. L'anglais qui est utilisé là est parfois compliqué à comprendre, notamment pour des néophytes en informatique et en anglais, là ça relève presque de la mission impossible. Mais c'est un bon entraînement. On peut trouver toute l'aide qu'il faut grâce à R, on reviendra dessus tout à la fin. Bon, une fonction, comment ça marche? Une fonction se définit par un nom. Elle a un nom qui va permettre de l'appeler, c'est quand même plus pratique. Le nom, dans notre cas, pour créer un tableau, le nom de cette fonction c'est array. Voilà, il m'indique, c'est une fonction de base, array. On a ici les données qu'il faut. Donc une fonction, une fois qu'on a écrit son nom, va commencer par une parenthèse et va terminer par une parenthèse. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Tout ce qui se trouve dans la parenthèse appartient à la fonction. Et donc,
Array va prendre plusieurs paramètres. Array va prendre un premier paramètre data. Donc j'écris data, donc le nom de mon paramètre, égale, je vais mettre maintenant ce qui doit être contenu, la valeur de ce paramètre. Qu'est-ce qui doit être contenu dans data? Ce sont les données de mon tableau. Ici, je vais mettre un vecteur parce qu'il y a plusieurs données, donc on va mettre un vecteur de données avec les valeurs 1, 2, 3, 4. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre dim qui va prendre un vecteur et dedans, la première valeur du vecteur sera le nombre de lignes, la deuxième le nombre de colonnes et la troisième valeur de ce vecteur sera le nombre de dimensions. Donc ici, on aura les valeurs dans notre tableau, on aura les valeurs 1, 2, 3, 4 stockées dans le tableau à 2 lignes, 2 colonnes, une dimension. J'exécute, mon tableau est créé. Donc on revoit ici les caractéristiques du tableau. J'appelle ma variable tableau et voilà ce qui s'affiche. Un tableau de lignes, de colonnes, une dimension avec les données distribuées ligne par ligne. Donc on fait remplir d'abord la première ligne, puis la deuxième avec les valeurs. Si j'augmente le nombre de lignes, par exemple 3 lignes, je dois augmenter le nombre de données. Logiquement, j'augmente le nombre de données. Une ligne en plus, ça fait donc 2 données en plus. J'exécute. Voilà. Et on voit bien que ça distribue ligne par ligne. 1, 2, 3 dans la première ligne, 4, 5, 6 dans la deuxième. Que se passe-t-il maintenant si jamais je rajoute une ligne ou une colonne, mais que je ne mets pas de données supplémentaires? Par exemple, je vais rajouter une colonne. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, R va tout simplement recycler les premières données du vecteur pour remplir les trous. Donc, il va utiliser le vecteur normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais après, on ne lui a pas donné de plus de valeurs. Dans ce cas-là, il va reprendre les premières valeurs du vecteur qu'on lui a donné, c'est-à-dire 1, 2, 3. Si je rajoute une colonne, voilà, il a réutilisé 2 fois le vecteur. Donc c'est très important d'avoir ce mécanisme à l'esprit si jamais on ne remplit pas toutes les données. R va recycler, on verra ça plus tard encore avec des opérations de vecteurs. Ça c'est notre première expérience avec les fonctions. Une fonction, un nom, parenthèse ouvrante, un paramètre, un autre paramètre, chaque paramètre étant séparé par des virgules, c'est pour ça que les nombres décimaux on met des points, et le tout fermé avec des parenthèses. Une fonction a souvent plusieurs paramètres, et il y a deux types de paramètres. Il y a les paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut et donc il faut absolument rentrer nous-mêmes des paramètres. Et il y a des paramètres avec des valeurs par défaut, donc on n'est pas obligé d'inscrire ces paramètres puisqu'il possède déjà des valeurs par défaut. Mais parfois, il va être nécessaire de changer ces valeurs par défaut et on verra des exemples plus tard. Pour l'instant, retenez juste que dans une fonction, il y a un nom, des paramètres, séparés par des virgules, commençant par une parenthèse ouvrante, finissant par une parenthèse fermante. Je peux, dans mon tableau, petite précision, mettre une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, toutes les données du tableau vont se transformer en chaîne de caractères. On le voit avec ces petits guillemets. Je peux contenir dans une variable une matrice qu'on va créer pareil avec une fonction, la fonction matrix, qui va prendre comme paramètre un paramètre data, donc toujours un vecteur de données. Alors hop, mes données 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième paramètre, nrow, pour le nombre de lignes. Donc mon nombre de lignes, je veux 3 lignes. Ncol, et le dernier paramètre, c'est ncol pour le nombre de colonnes. 2, je veux 2 colonnes. Hop, j'exécute. On voit que ça se met dans mon environnement de travail dans une partie non plus valeur, mais dans une partie data, donc données. Les matrices sont donc différentes dans Tableau. Et hop, j'appelle ma matrice stockée dans ma variable matrice. C'est pas aller chercher loin. Et voilà, hop, je l'exécute, ça s'affiche. On peut également créer nos propres fonctions nous-mêmes et les stocker dans une variable. Ça peut être très utile quand on a plusieurs fois le même type d'opération à faire dans un script, une tâche répétitive qu'on va refaire plusieurs fois dans le script. Au lieu de toujours retaper les mêmes lignes de code, pour économiser des lignes de code, on va juste créer nous-mêmes notre propre fonction. Souvent, on la mettra d'ailleurs au début du code. Et après, on aura juste à appeler cette fonction qu'on a créée pour éviter d'avoir toujours à retaper les 5, 10, 15, 20 mêmes lignes de code en boucle. Donc pour ça, je donne un nom. Donc le nom fonction à ma variable,
auquel je vais affecter la fonction que je vais créer. Donc pour ça, comment faire? Je vais utiliser la fonction function, ça porte bien son nom. Et donc qu'est-ce que je vais lui mettre comme paramètre? Eh bien les paramètres de function, ce sont les paramètres que je souhaite mettre dans ma fonction. Par exemple, je souhaite mettre un paramètre x. Mon seul paramètre sera un paramètre x. Et ensuite, dans des accolades, je vais inscrire le corps de ma fonction, x plus 1. Voilà le corps de ma fonction. Ce que je veux faire, c'est que je rentre un x et que ça me fasse l'opération x plus 1. J'exécute. On voit que dans une catégorie fonction, ça m'a enregistré, cette variable. Je vais appeler ma fonction fonction et je vais lui rentrer comme paramètre 3, ça me l'exécute, ça me fait 3, ça me fait 4. Donc si je veux mettre plusieurs paramètres, je mets mon paramètre x, mon paramètre y, je fais x fois y plus 1. J'appelle ensuite ma fonction, donc là je ne mets pas de vecteur, j'appelle juste en séparant par une virgule parce que ce sont mes paramètres. Et que quand c'est plusieurs paramètres, j'ai pas besoin de mettre un vecteur. Donc j'appelle, ça me fait bien 7. Ça me fait bien 3 fois 2 plus 1, 7. Voilà. Les variables peuvent prendre n'importe quel nom. Techniquement, elles peuvent prendre presque n'importe quel nom, sauf que on va respecter plusieurs règles. Déjà, on va éviter de les appeler par des noms courts réservés, tels que max, min, petit c, petit q, etc. Déjà réservés par d'autres choses. Et on va éviter de les nommer comme les fonctions existantes. Hein, sinon, on risque de s'y perdre, le logiciel risque de s'y perdre, mais normalement ça devrait aller. Mais nous, on va s'y perdre, c'est sûr, quand on va lire. On va plus rien comprendre. Est-ce que j'utilise la fonction? Est-ce que j'utilise la variable? Je sais plus. Donc c'est vraiment... Non, on ne fait pas ça, par convention, on ne le fait pas. Il y a quelques règles à respecter. J'ai dit qu'elles pouvaient prendre n'importe quel nom, mais en respectant certaines règles, toujours. Les noms de variables peuvent contenir des lettres et des chiffres, mais doivent obligatoirement commencer par une lettre. Majuscule ou pas, comme vous voulez, mais doivent commencer par une lettre. On ne peut pas utiliser d'espace, donc pour compenser, on va utiliser les points et les underscores. Il est conseillé d'utiliser des noms de fonctions évocateurs, comme je l'ai fait, et de ne pas nommer ces fonctions A, B, C, parce que si vous avez des noms de fonctions comme ça, vous allez vous y perdre, et on ne comprendra rien à votre script, et ça va être une vraie plaie à lire. On peut facilement retirer une variable de son espace de travail en utilisant la fonction remove, ou rm, qui va prendre comme paramètre le nom de la variable à enlever. Ici, par exemple, je veux enlever ma matrice. Voilà, je veux supprimer matrice. On voit que ça l'a supprimé. Si jamais je veux rappeler matrice, je ne peux pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est matrice. Il faut que je réexécute ma ligne de code. Je vous l'ai dit, quelque chose que R utilise beaucoup, c'est le vecteur, extrêmement important, extrêmement utile, extrêmement pratique. On peut faire des opérations et des modifications précises ou non sur ces vecteurs. Par exemple, imaginons que je crée un vecteur, donc stocké dans ma variable note, qui va prendre les notes de 10 personnes. Hop, juste le temps que je les note. Hop, voilà. Voilà. Hop, où est-ce que je les note? Où est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé là, voilà. Mon vecteur numérique qui a 10 valeurs. On le voit là, ça va de 1 à 10 les valeurs. Et avec un aperçu des valeurs disponibles. Si j'appelle ce vecteur note, R me transmet toutes les valeurs du vecteur. Je peux, grâce à la fonction id, avoir seulement les premières valeurs de mon vecteur note. Voilà, donc il va prendre deux paramètres en compte. Il va prendre le vecteur que je veux avoir les premières données et un nombre pour savoir le nombre de premières données qu'il veut. Ici 5. Id a également une valeur par défaut pour le nombre de paramètres qu'il donne. Ça doit être 6. Voilà, par défaut, il va nous donner 6 valeurs. Imaginons maintenant que je veuille augmenter toutes les notes par 2. Je pourrais recréer un vecteur et le faire manuellement, mais c'est pas ce qu'on veut, vous l'aurez compris. On veut automatiser ça, le rendre pratique. Donc, je vais stocker dans une nouvelle variable, note 2. Et donc, pour augmenter toutes mes notes de mon vecteur note par 2, je vais tout simplement appeler mon vecteur note et je vais lui appliquer l'opération plus 2. Si j'appelle note 2, on voit que toutes les notes ont été
augmenter de 2. Je peux combiner les vecteurs entre eux. C'est-à-dire que je peux par exemple faire note 2 moins note 1. Enfin, moins note. Voilà. Dans ce cas-là, comment va fonctionner R? Ici, il va faire 12 moins 10 pour la première valeur, 14 moins 12 pour la deuxième valeur, 15 moins 13 pour la deuxième valeur, etc. etc. Ici, du coup, ça nous donne toujours 2. On a un vecteur 2, 2, 2, 2, 2. Et je ne l'ai pas stocké, donc je ne pourrai pas réutiliser. Il faudrait que je renote ce résultat ou que je le stocke pour l'utiliser plus tard. Quand on combine des vecteurs, il faut faire bien attention à ce qu'ils soient de même longueur. Pourquoi? On va prendre un exemple tout de suite. Imaginons que j'ai un vecteur qui comprenne les valeurs 1, 2 et que je l'additionne à un vecteur qui comprend les valeurs 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Hop, eh bien R va recycler ce vecteur-là comme on l'a vu pour les tableaux. C'est-à-dire qu'il va faire 1 plus 3, 2 plus 4, 5 plus, il n'y a pas d'autre valeur, donc on repart au début, 5 plus 1, 6 plus 2, 7 plus 1, 8 plus 2. R recycle les vecteurs. Donc, dans certains cas, on peut utiliser cette technique, cette propriété pour gagner du temps, au lieu d'écrire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais il faut faire attention si c'est pas ce qu'on veut, sinon on risque d'avoir des mauvaises surprises. Et là, on se dit pourquoi est-ce que ça nous fait ça? C'était pas prévu. Ah oui, manque des valeurs. Ok, bon, dommage. Mon calcul est complètement faux du coup. Mais ça peut faire gagner du temps dans certains cas. Il faut juste en être conscient de cette propriété. Un vecteur peut contenir évidemment des nombres, des chaînes de caractères. S'il y a des chaînes de caractères et des nombres, tout le vecteur sera des chaînes de caractères. Tout sera transformé en chaîne de caractères. Il peut même contenir des variables. Et dans ces cas-là, il faut faire attention encore une fois à la compatibilité des opérations entre elles. Si je multiplie un vecteur, un autre vecteur et qu'un vecteur est une chaîne de caractères, ça ne va pas marcher évidemment. Je peux accéder à un élément particulier de mon vecteur. Imaginons que je souhaite savoir quelle est la note du troisième élève dans mon vecteur. J'utilise pour ceci, j'appelle mon vecteur, note, et pour lui indiquer la position de l'élément que je recherche, parce que si je l'exécute comme ça, il me donne tous les éléments, pour avoir un élément précis, hop, je lui indique la troisième position. Et je peux lui indiquer les autres positions. Hop, voilà, je veux la position du quatrième élève aussi. Voilà, il va m'indiquer la note du troisième élève, pardon, et la position du quatrième élève qui sont 13 et 9. On les voit bien là. Maintenant, je vais vous indiquer, maintenant qu'on a vu les fonctions légèrement, on a vu quelques exemples de fonctions avec array et matrix, et function. Je vais vous indiquer 5 fonctions, je crois, qui sont très utiles, très pratiques pour calculer moyenne, tout ça. On les reverra évidemment plus tard, mais c'est pour faire une petite introduction, et ça fait pas de mal de les connaître vu qu'elles sont très souvent utilisées, et ça nous permettra d'illustrer les paramètres par défaut, et leur importance dans bien des cas. Alors, la fonction length, à ne pas se tromper dans l'écriture, sinon R ne connaîtra pas cette fonction, qui prend comme argument, toutes ces fonctions vont prendre un seul argument, qui est un vecteur, enfin un chiffre, un nombre ou un vecteur, une variable, en l'occurrence une variable vecteur, et vont lui appliquer des propriétés. Length va calculer la longueur de ce vecteur. Il va nous dire il y a combien d'éléments dans ce vecteur. Il y a 10 éléments. On pouvait le voir grâce à ça. Évidemment, il y a la fonction min pour la moyenne. Voilà, qui va me donner la moyenne. Il y a la fonction var pour la variance. Il y a la fonction sd pour standard deviation qui est l'écart type. Hop, note. Il y a la fonction min pour trouver le minimum. La fonction max, écrire, pour trouver le maximum. Voilà, des fonctions extrêmement basiques et en même temps, ça fait du bien de les connaître. On les utilise assez régulièrement, notamment on les utilisera quand on fera l'analyse de variables univariées. Illustrons maintenant les paramètres par défaut et voir à quel point ils sont importants. Imaginons que dans une nouvelle variable note, dans une variable âge, allez, plutôt, ça sera plus pratique. Non, dans une variable âge, j'ai les âges de 4 personnes. Enfin, j'ai interrogé 4 personnes.
L'une d'elles a 10 ans, l'autre 12 ans, la troisième 13 ans, et la dernière n'a pas voulu me répondre. Quand il manque des valeurs, on va indiquer ce manque de valeurs par NA, qui veut dire non available. Comment ça se présente quand on a un manque de données? On écrit NA dans nos fichiers, dans nos bases de données. Toutes les manques de données seront indiquées par NA. Imaginons que je veuille faire, enfin c'est pas imaginons, faisons la moyenne de âge et regardons ce qu'il se passe. Évidemment, je n'ai pas exécuté, ça marche pas. Voilà. R va me renvoyer NA. Pourquoi? Eh bien parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais enfin, c'est stupide. R, il fait quoi? Il nous fait 10 plus 12 plus 13. Ouais, bon, une valeur manquante, on la prend pas en compte. Donc 10 plus 12 plus 13 divisé par 3, hop, on a la moyenne. Oui, mais non. R, encore une fois, est très fort, mais très stupide. Il va faire exactement ce qu'on lui dit. Or, regardons l'aide de la fonction min. Donc pour ça, je tape help, la fonction help, suivi du nom de la fonction sur laquelle je veux avoir des informations. Ça m'ouvre une page help qui me donne toutes les informations disponibles donc sur la moyenne arithmétique. Donc on a sa description, voilà, c'est une fonction générale qui va permettre de faire la moyenne arithmétique. Pour cela, on écrit min avec un argument principal qu'il faut remplir et les d'autres arguments après. Bon, quels sont ces arguments? On a un argument x, euh, bon, c'est des nombres, hein, ça vous l'aurez compris. Trim, on s'en fiche, et on a ce paramètre-là qui nous intéresse. C'est une valeur logique, donc une valeur booléenne, qui va indiquer si il faut enlever ou non les valeurs NA, donc les valeurs manquantes du calcul. De base, on le voit, de base, c'est codé sur faux. Le paramètre na.rm, donc na.remove, est-ce qu'on enlève ou non les valeurs manquantes, est codé sur faux. Ce qui veut dire que R va prendre en compte les valeurs manquantes dans son calcul, ce qui va renvoyer une valeur manquante. Pour cela, il faut changer cette valeur na.rm. Et, oups, donc, après âge, na.rm égale true. On change, et voilà, j'ai bel et bien ma moyenne, sans prendre en compte les valeurs manquantes. Et donc, ce na.rm est valable pour ces 6 fonctions-là. Enfin, pardon. Si, probablement pour ces 6... Pas pour length, non, pour ces 5 fonctions-là. Donc si jamais vous avez quelque chose qui se passe pas normalement, ou si vous avez un doute, vous pouvez toujours, grâce à la fonction help, avoir des informations, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très facile de comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que c'est du langage informatique code, c'est pas facile à lire, surtout quand on n'a pas le jargon nécessaire. Mais pour ces fonctions, vous trouverez extrêmement facilement des aides en français et des explications en français sur le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est la fin de cette deuxième vidéo dans laquelle on a vu comment affecter des opérations ou des valeurs à une variable. On a vu quel type d'objet pouvait être compris dans une variable. On a commencé à appréhender les fonctions et les paramètres. Et on a vu à quel point ces paramètres par défaut pouvaient être importants dans certaines fonctions. La prochaine fois, nous commencerons à utiliser un peu tout ce qu'on a vu là pour commencer à jouer avec le langage de programmation R.